Barbier, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue. Avant de parler de l'actualité politique, souvenons-nous qu'il y a 7 ans, c'était les attentats, les assassinats, Charlie Hebdo, Ali Perkacher. Demain, ça sera l'anniversaire de la grande marche du 11 janvier 2015. Que reste-t-il de l'esprit « Je suis Charlie » aujourd'hui ? En tout cas, chez nous, il nous anime toujours. Parce que c'est la liberté d'expression qu'il faut défendre. C'est toute forme de liberté finalement qui régit aujourd'hui et qui existe dans notre pays. Et donc il faut continuer ce combat sans relâche contre les libertés d'expression, contre aussi tous les tristes, les phénomènes que nous avons vécus aussi il y a 7 ans, ce triste anniversaire de l'Hypercacher, ce triste anniversaire où une femme policière a été assassinée. Et donc c'est un combat sans relâche qu'il faut aujourd'hui mener contre toutes ces formes de haine et d'extrémisme. Ça continue depuis 7 ans. Et est-ce que l'un des fruits de cette angoisse, notamment face au péril islamiste, ce n'est pas le vote Zemmour ? Je ne crois pas. Je crois que la solution à tout cela, c'est justement ce que je vous le disais à l'instant, mener sans relâche ce combat, être dans l'action, être dans des moyens qui sont accordés à la police, à la gendarmerie, à la justice. Et c'est aussi un combat à mener dans notre société pour lutter contre les préjugés, pour mieux éduquer aussi les plus jeunes. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui au sein de ce gouvernement maintenant depuis presque 5 ans. Événement ce week-end dans la campagne présidentielle à droite, Guillaume Pelletier, un temps numéro 2 des Républicains, rallie Éric Zemmour, dont il devient le porte-parole. Est-ce que vous vous réjouissez des soucis de Valérie Pécresse ? Je pense qu'à chaque personnalité qui rejoint Éric Zemmour, je ne me réjouis pas, puisque c'est encore une personne qui dérive vers de l'extrémisme. Et Valérie Pécresse, elle a un problème aujourd'hui, c'est celui de ne pas savoir réunir, rassembler sa majorité autour de sa candidature, autour de son projet. Donc ça pose véritablement des problèmes sur la crédibilité de Valérie Pécresse. Mais Valérie Pécresse essaye de développer ce projet. Par exemple, dans votre domaine, la ville, elle a expliqué qu'elle se donnait 10 ans pour raser les quartiers ghettos. Est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que c'est souhaitable ? Je pense qu'elle n'a pas su le faire quand elle était en responsabilité. Qu'est-ce qu'il nous dit que une fois élue présidente de la République, elle aura plus de pouvoir quand même que ministre. Elle a été ministre du budget, porte-parole de Nicolas Sarkozy. Elle avait plusieurs occasions et vraisemblablement ça a été des occasions ratées, manquées pour pouvoir le faire. Et j'aimerais savoir comment elle fait, parce que c'est bien beau de sortir des grandes phrases toutes faites, sortir de vieux tiroirs des expressions qui représentent un échec passé. J'aimerais savoir comment elle fait, Valérie Pécresse, plutôt que de dire je vais nettoyer tel ou tel endroit, je vais lutter contre les ghettos. Comment elle fait ? Quel est le chemin ? Par exemple, présidente de la région Île-de-France, elle a déménagé la plupart des locaux de la présidence, notamment vers la banlieue, pour la désenclaver. Elle a quelque chose à son actif quand même. Parlons de la région Île-de-France justement. Valérie Pécresse s'est désengagée comme jamais de la question de la rénovation urbaine. C'est-à-dire, elle a arrêté de payer. Elle a arrêté elle a divisé par 4 les financements qui sont accordés dans les programmes de rénovation urbaine. L'État aujourd'hui vient en compensation de ce que ne fait pas la région Île-de-France. Et la rénovation urbaine, c'est ni plus ni moins que de créer de la mixité sociale dans nos quartiers, de faire venir d'autres populations, de lutter contre la pauvreté, de faire du développement économique, de créer de l'émancipation, de faire en fait que chacun puisse réussir dans son quartier. Et c'est ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui dans la région Île-de-France. Donc moi, je veux savoir encore une fois comment elle fait aujourd'hui dans son programme pour pouvoir arriver à toutes les promesses qu'elle est en train de tenir aujourd'hui. Par les transports, le développement des transports publics, c'est ce qu'elle vous répondrait, c'est ce qu'elle a essayé de faire en Île-de-France. Là aussi, il faut voir quel est l'état d'IDF Mobilité, où l'État a été obligé d'intervenir dans le budget d'IDF Mobilité parce qu'elle n'est pas capable de gérer la question des transports en Île-de-France. Parlons des transports en Île-de-France quand les trains n'arrivent pas à l'heure, quand nous sommes dans un état aussi de vétusté. Parlons de la mobilité où, pour partir des Yvelines, de là où j'habite, pour traverser Paris, il nous faut plus d'1h30 pour y arriver. Donc là encore une fois, les actions qu'elle mène en région Île-de-France montrent pertinemment qu'elle ne saura pas les mener à l'échelle nationale. Alors elle souhaite aussi ressortir le Karcher, Judith nous le rappelait à l'instant, pour lutter contre la délinquance dans les quartiers difficiles. Est-ce que ce n'est pas une nécessité, cette action forte, aussi forte qu'en 2005, quand Nicolas Sarkozy avait inventé cette expression ? Une action forte, évidemment, Christophe Barbier. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour lutter contre l'insécurité. Nous avons une action
déterminés sur la question de la police et de la justice. Nous avons renforcé les moyens qui sont accordés à la justice, relancé la justice de proximité. Nous avons ajouté plus de 1200 forces de police et de gendarmerie dans nos quartiers pour installer des quartiers de reconquête républicaine. Et à côté de ça, nous menons aussi une lutte pour lutter contre la délinquance, parce qu'il faut aussi avoir une politique de prévention pour assécher le vivier de recrutement des trafiquants et des séparatistes. Donc nous menons en fait une action en actionnant ces deux leviers, le renforcement de l'autorité et de la sanction, et en même temps la prévention pour éviter que ces actes se produisent. Valérie Pécresse ne nous dit absolument pas comment elle fait, à part utiliser une expression qui blesse 5 millions de personnes. Parce que nettoyer au Karcher, on ne fait pas le tri entre ce qui est propre et ce qui est sale, si on veut prendre l'image de Valérie Pécresse. Mais elle jette l'opprobre sur plus de 5 millions d'habitants, et ça, c'est pas tolérable. Le président de la République est en visite aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, notamment pour parler sécurité. Éric Ciotti, député local, bras droit dans cette campagne de Valérie Pécresse, n'ira pas à la rencontre du président. C'est normal, on est en campagne, bon, on arrête avec les usages. Mais il prouve encore une fois qu'il n'est absolument pas républicain. Parce que être là quand on est parlementaire, quand on est un député de la nation, c'est être républicain. Et oui, donc, il dit c'est pas le président qui vient, c'est le candidat. C'est pour cela que non, Emmanuel Macron aujourd'hui est président de la République, que Éric Ciotti le veuille ou non. Et j'espère bien qu'il se représentera, et j'espère bien qu'il sera élu encore pour les 5 années à venir, parce que c'est le président qu'il nous faut aujourd'hui pour gérer le pays. Quant à Éric Ciotti, encore une fois, il le montre qu'il n'est pas républicain, et ce qui n'est absolument pas étonnant, parce que quand c'est une personne qui vous dit « je voterai Zemmour au second tour s'il se retrouve face à Emmanuel Macron », ou Zemmour, quand Zemmour fait cette déclaration quand on lui pose la question « est-ce que vous aimez la République ?», il vous répond « j'aime la France ». Ça insinue qu'il n'aime pas la République. Alors, Éric Ciotti confirme aussi qu'il n'est pas républicain. Éric Ciotti justifie son choix. Il dit « le bilan de Macron en sécurité, c'est un Waterloo sécuritaire ». Que lui répondez-vous ? Encore une fois, une phrase toute faite. Vous savez, quand on déjoue 36 attentats terroristes, quand on diminue les actes de délinquance, de cambriolage dans nos territoires... Oui, mais pas les agressions aux personnes, c'est un bilan mitigé toujours. Écoutez, en tout cas, nous sommes donné les moyens de nos ambitions. Quant à la droite, elle n'a jamais su le faire ou n'a pas voulu le faire. Plus de 10 000 postes de policiers et de gendarmes sur le terrain, c'est bien pour lutter contre les actes de délinquance. Et j'ai entendu cette petite musique qui dit nous avons supprimé les postes de policiers et gendarmes quand la délinquance, quand les chiffres étaient en baisse. On voit l'effet que ça fait aujourd'hui. Parce que quand vous les supprimez il y a 10 ans, l'effet c'est aujourd'hui. On désorganise, on déstructure nos forces de sécurité intérieure, et ça conduit à tout ce que nous avons vécu maintenant depuis ces années. Donc aujourd'hui, nous remettons des forces de police, nous renforçons nos forces aussi de renseignement, et donc là aussi, nous pallions finalement tous les manques de la droite en la matière. Valérie Pécresse dit il y a un lien entre immigration et sécurité, puisqu'il y a plus de 23% des détenus dans les prisons qui sont d'origine étrangère. Vous acceptez ce diagnostic ? Vous savez, plus on fait des raccourcis, plus on crée des amalgames, moins on traite les sujets de manière ciblée, déterminée, moins on est efficace. Donc, il y a effectivement des personnes qui sont issues de l'immigration, qui étaient sur notre territoire, sur notre sol, sans avoir le droit d'y être, et qui ont commis des actes intolérables et incompréhensibles. Eh bien, à cela, nous apportons aussi des réponses. Et encore une fois, en renforçant les moyens police, justice, et c'est ce que nous faisons. Mais envoyer comme ça, faire des liens de cause à effet, c'est non seulement dangereux, mais surtout inefficace. Un député, La République En Marche de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Claireau, a été agressé hier par des militants anti-vax. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'est pas le seul, il y a eu des menaces pour de nombreux parlementaires. Mais je crois que déjà qu'il faut condamner ces actes-là. Et ne pas laisser croire que nous pouvons nous attaquer à un membre de la représentation nationale. Une personne qui a été élue par le peuple aussi pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale, et de laisser ces actes sans condamnation et surtout, j'espère, sans sanction. Donc, là aussi, je réitère tout mon soutien au député Stéphane Claireau, parce que je connais sa détermination à faire avancer des sujets. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas relâcher un peu la pression sur les anti-vax sans les approuver ? Parce que là, ils se sentent provoqués et ils passent à ce type d'action. Mais c'est quoi relâcher la pression, Christophe ? Ne pas dire les emmerder, par exemple. Non, mais vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en train de gérer une crise sanitaire, une pandémie mondiale d'une violence inouïe et sans précédent. Allez expliquer à toutes les familles qui ont perdu un membre de leur famille qu'aujourd'hui, le gouvernement va relâcher.
allez leur expliquer. Allez expliquer à ces centaines de milliers de soignants comment aujourd'hui l'État ne va pas leur apporter le soutien, comment l'État ne va pas mettre la pression de ceux qui engorgent aujourd'hui notre système de santé. Mettons une vraie pression, la vaccination obligatoire. Eh bien oui, mais la vaccination obligatoire n'est pas efficace en soi. Parce que comment vous allez obliger les gens à se vacciner? C'est impossible. Par contre, nous menons une pression sur leur vie quotidienne pour qu'ils puissent justement aller se faire vacciner. Et donc, le message aujourd'hui, c'est de dire, si vous ne souhaitez pas être emmerdé par le gouvernement, allez vous faire vacciner, parce que c'est pas le gouvernement qui impose telle ou telle décision ou le gouvernement est là, doit faire face à cette épidémie. C'est le virus qui commande. C'est le virus qui commande, exactement. Et c'est le virus qui nous impose aujourd'hui les décisions que nous prenons. Mais encore une fois, quand elles sont prises, c'est toujours dans l'intérêt et la protection des Français. La vie quotidienne, vous en parliez, elle est compliquée pour les parents d'élèves et pour les profs, parce qu'on multiplie les tests à l'école, les protocoles sanitaires ont été modifiés. Grève jeudi des enseignants pour protester contre cette situation. Que leur répondez-vous? Alors déjà, je note que le protocole a été allégé par le ministre de l'Éducation nationale, et ce que j'ai à leur répondre, vous savez, Christophe Barbier, je suis moi-même parent d'élèves, et j'ai vécu aussi il y a quelques jours les nombreux tests à J0, J+2, J+4. C'est kafkaïen quand même. Vous savez, la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, c'est trouver un équilibre entre un fonctionnement normal de nos écoles, et il faut le maintenir, ce fonctionnement de nos écoles, et la protection impérative que nous devons aux enseignants et aux élèves. Et donc, oui, effectivement, nous avançons en allégeant les protocoles quand il nous paraît aujourd'hui opportun de le faire. En tout cas, je dis à tous ces parents dont je fais partie, c'est nous essayons effectivement de pouvoir gérer, de faciliter le fonctionnement, la vie de ces élèves et la vie de ces parents. Mais je pense qu'il est important aussi de souligner l'engagement du personnel éducatif, des enseignants. J'ai eu encore une fois à le constater moi-même. Il faut saluer cet engagement et les remercier vraiment de tout le travail qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils auront des masques FFP2 là dans les jours qui viennent pour faire leur travail? Ah ben je l'espère. En tout cas, le ministre de l'Éducation s'attelle justement à améliorer la protection du personnel éducatif et des enseignants. Nadia Hay, ministre déléguée à la ville, merci. Bonne journée.